Bien, donc merci d'être tous là. Alors, juste pour indiquer par rapport à ce que disait Yvan, c'est que en fait, j'ai pas eu de mal à passer pour un des spécialistes du flow en éducation au niveau de la France, puisque quand j'ai commencé à m'y intéresser, en tout cas dans le champ de l'éducation, il n'y avait personne qui le faisait. Donc, naturellement, comme j'étais le seul, j'étais, en tout cas pour une courte période, au moins le meilleur à le faire, puisqu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà, donc ça c'est en boutade. Bien, donc, en tout cas, merci d'être tous là. Et puis, je vais donc tout de suite indiquer que peut-être, malheureusement, mes diapositives pourront paraître un peu plus compliquées que ce que je vais essayer de dire pour adapter mon discours. En fait, quand Yvan m'a invité, j'avoue que je n'avais pas exactement connaissance du public qui risquait de se trouver à ce colloque. Et en plus, j'ai profité, puisque je suis en train de rédiger un chapitre d'ouvrage scientifique sur le thème que je vais aborder aujourd'hui. Donc c'est la première fois que je vais tenter de le présenter dans une communication orale. Voilà, donc j'espère que ça tient dans le format. Sinon, ben, j'écourterai un peu et ce que je vais faire ne correspondra pas exactement au titre annoncé. Hein. Mais on va essayer. Donc, si tout se passe bien, on va avoir 3 parties. Donc la première partie est destinée à planter le décor. Alors juste pour indiquer, en fait, moi j'ai tendance à travailler, alors je discutais avec une collègue doctorante, sur une démarche vraiment très empirique, basée sur des modèles, plutôt des tentatives de modélisation presque mathématiques. Et ma difficulté à chaque fois, c'est d'être en mesure de pouvoir identifier clairement les concepts pour pouvoir les mettre ensemble. Ce qui fait que par rapport à certains collègues qui ont une démarche peut-être plus inductive, hein, je pense notamment à tout ce qui peut être de l'ordre de l'apport de la philosophie, hein, qui est la mère de toutes les sciences, et qui est une source d'inspiration pour la psychologie positive, en tout cas qui est évidente. L'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, en tout cas dans le champ de la psychologie ou de la psychologie de l'éducation, c'est qu'en fait on veut à chaque fois, quand on veut manipuler certains concepts, on veut être finalement sûr que c'est bien ceux-là qu'on est en train d'étudier. Ce qui fait qu'une grande partie des travaux récents dans le champ de la psychologie positive sont des travaux qui ont pour objectif de pouvoir permettre de mesurer des choses. Mesurer des choses comme la motivation, le bien-être, l'espoir, le flow, ce sera ici. Hein. Et donc, forcément, par rapport à tout ce que la philosophie peut proposer, quelque part, nous, on peut sembler un petit peu réducteur, dans la mesure où à chaque fois, on est toujours embêté à l'idée que si on veut mettre dans des hypothèses un certain nombre de concepts, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir les objectiver par des données, notamment en ce qui me concerne, issues de questionnaires. Donc ça, c'est une première partie pour présenter comment je travaille. Deuxième chose, c'est que je travaille sur les communautés, donc les groupes d'individus qui apprennent, travaillent ou jouent ensemble. Donc pour répondre aussi dès le départ à une première question qui a été posée tout à l'heure, je suis dans le champ de l'éducation, mais dans la posture éducation-formation des adultes, on considère que le seul métier durable, c'est apprendre. Donc ce qu'on met en œuvre dans le champ de l'éducation est tout à fait en grande partie applicable pour la psychologie du travail. Ça, c'est un élément important. Et puis, je rajoute un autre élément, puisque Yvan m'avait dit il faut que tu fasses quelque chose sur les serious games. Donc, du coup, j'ajoute que ce que je vais présenter fonctionne pour le champ de l'éducation, du travail ou du jeu. D'accord ? Alors, j'y avais pensé avant que tu me le suggères, hein, je rassure tout le monde. Donc, je reviens donc à un plan qui est en 3 parties. La première partie va être pour planter le décor, je vais essayer de passer assez vite, et ça consistera notamment à présenter ces nouvelles communautés épistémiques massives. Alors épistémique, c'est centré sur la production de contenu, de connaissances. D'accord ? Donc j'évoquerai 5 types c'est un type d'exemple pour illustrer. La deuxième partie, elle, concernera 3 théories de la motivation, et notamment la façon dont elles peuvent s'imbriquer entre elles. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement j'aborderai, entre autres,
la théorie du flow, l'expérience optimale, l'expérience autotélique, ce sont des termes qui sont un peu connexes, ajoutés, ou en tout cas mixés avec d'autres théories qui ont été évoquées, notamment tout à l'heure par Yvan Paquet, donc la théorie de l'autodétermination, les besoins psychologiques de base, et la théorie de l'auto-efficacité, donc les théories de Bandura. Et puis, une fois que j'aurai replanté ce décor par rapport à une modélisation de apprendre avec les autres, ou la part des autres dans la persistance à vouloir comprendre. Alors, je ne vais pas refaire le sketch avec les étudiants du DU pour trouver la phrase simple qui explique sur quoi on travaille ensemble, mais ça va être autour de ça. C'est le principe de la motivation qui est un phénomène qui est totalement individuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas motiver quelqu'un, a priori, mais en même temps, de prendre conscience, ce que certains ont déjà évoqué, hein, quand on parlait tout à l'heure de la théorie de l'attachement, par exemple, on est tout à fait au cœur du sujet, c'est-à-dire que les humains sont des individus sociaux, et donc le climat dans lequel ils sont, et notamment la qualité des relations qu'ils peuvent avoir avec les autres, le sentiment d'appartenance sociale, est quelque chose qui est fondamental pour effectivement leur permettre de se décider à agir. Donc c'est autour de ce modèle que je vous aurais présenté, j'espère assez clairement, qu'ensuite on basculera dans une troisième partie qui est en gros comment on peut essayer de construire des environnements dans lesquels, qui seront massifs, éventuellement ouverts, éventuellement, sous la forme de, on parle de ludification, hein, quand on est sur la notion de jeu sérieux ou d'apprentissage dans des situations de jeu sérieux, tout en évitant un problème que l'on rencontre à chaque fois qu'on essaye d'institutionnaliser des dispositifs qui fonctionnent tout seuls, hein, comme les 5 communautés que je vais présenter, sont des communautés qui marchent très bien en dehors de tout système institutionnel. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on a voulu institutionnaliser, en fait, on a appauvri et ça n'a pas fonctionné. Donc l'idée, c'est comment on va pouvoir... Donc je vais vous présenter dans la première partie des modèles, enfin des communautés qui fonctionnent en dehors de toute forme d'institution et qui fonctionnent très bien. Je vais ensuite vous présenter donc un modèle concernant la part des autres dans la motivation ou la persistance à vouloir comprendre. Et en troisième partie, l'idée, c'est comment on pourrait envisager de créer des dispositifs qui permettent effectivement, dans des dispositifs institutionnels, d'éviter le décrochage des participants. Si j'arrive à faire ça, je serai content. Donc, pour commencer, quelques formes de communautés épistémiques massives. Alors, épistémique, hein, je reviens, c'est centré sur la production de contenu, de connaissances en ligne. Alors, massive. Je vais commencer donc par un phénomène qui est assez connu, donc c'est les communautés de fans et le transmédia storytelling. Alors vous avez un truc très simple, communauté de fans, donc je prends des illustrations vraiment très concrètes. Là par exemple, une des 40 communautés françaises autour du Harry Potter. D'accord ? Donc là c'est une communauté qui réunit 18 000 fans, qui est complètement autogérée, dans lesquels les échanges, en fait, se font librement pour recréer un univers inspiré de l'univers Harry Potter. Donc, à partir de là, c'est un système de jeu de rôle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à vraiment la vision, je dirais, la plus antique, quelque part, du jeu de rôle, puisque l'essentiel, mais ce n'est pas l'essentiel, pratiquement la totalité des contributions ne se font que sous forme écrite. Donc en fait, ce jeu de rôle revient à réinventer une histoire à l'intérieur de laquelle, effectivement, il y a des groupes qui, avec des règles qui m'échappent, parce que moi je ne suis pas un sorcier, vont notamment se livrer à des combats. D'accord ? Donc certains vont peut-être mourir au cours de l'histoire, etc. Et donc, les personnages, chaque individu qui est dans la communauté représente un personnage qui évolue au fil du jeu, au fil de l'histoire qui se déroule. Donc on est bien sur quelque chose où des individus se mettent ensemble, créent mais même carrément une administration pour organiser un jeu. Et c'est quelque chose qui est spontané et qui a plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure. Alors ce qui est intéressant, sur lequel je reviendrai, c'est que dans ces communautés, vous avez en fait
un passage progressif depuis, je dirais, si vous prenez les jeux de combat massifs, hein, vous entrez, vous êtes homme de troupe, et puis au bout d'un moment, si vous vous débrouillez bien, vous allez peut-être pouvoir devenir, vous allez récupérer un sabre, une épée, une armure, peut-être un jour vous serez chevalier, ou, etc. Vous voyez, donc il y a toute une série de gradations qui font que progressivement, à l'intérieur du jeu, les novices deviennent progressivement reconnus comme étant compétents et accèdent à de nouveaux rôles qui leur permettent de contribuer différemment, voire à un moment donné de participer à la gestion de l'ensemble de la communauté. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, donc autour de la communauté Star Wars. Alors, savoir que, par exemple, là, dans ce cas-là, on est sur des... C'est pas vrai, j'ai déjà parlé 10 minutes. C'est effrayant. Donc, il va falloir que je fasse beaucoup plus vite. Ils vont jusqu'à recréer des événements qui existent dans le jeu réel. Alors, vous avez le 4 mai, hein, puisqu'en anglais, c'est May the Force, qui fait May the Force be with you, que le 4 mai soit avec vous. Ils vont jusqu'à inventer aussi des vidéos où ils reprennent des morceaux de films. Alors là, c'était juste un joke, parce qu'ils ont fait une fois une vidéo où c'était le gouvernement français qui disait dans un film de Star Wars, où là, vous aviez Nicolas Sarkozy et son Premier ministre. Vous aviez même Rachida Dati en Princesse Leila, etc. Alors, Learning Games. Donc, oui, c'est la deuxième partie. Je ne vais pas assez vite, je vais devoir zapper. Ici, on est dans un système où on est carrément sur la recréation de jeux vidéo à côté des jeux. Et donc, je ne vais pas m'étendre davantage, mais dans Team Fortress 2, par exemple, les individus peuvent carrément développer des univers, développer des objets, développer des personnages, et avec un processus, les réintégrer dans le jeu. Le mooding est maintenant introduit dans certaines écoles d'ingénieurs comme un système qui permet aux étudiants d'apprendre le développement informatique en contribuant au développement de jeux vidéo. Les communautés de malades atteints de pathologies orphelines ou chroniques. Donc là, vous avez un exemple, par exemple la communauté psychoactive, qui est sur les consommateurs de drogue. Et une communauté qui, progressivement, depuis 2006, est devenue tellement importante que là, ils sont à plus de 10 000 connexions par jour. Dans un autre champ, donc les maladies rares, ou les maladies orphelines, où là, ce sont carrément un dispositif qui permet notamment à des médecins ou à des chercheurs de comprendre l'expérience du patient pour contribuer à la mise en place de protocoles. Et là, on va même parler de patients experts, puisqu'en fait, ils connaissent presque mieux leur maladie de l'intérieur que ne la connaissent des médecins. Donc on est sur une association entre les malades, ceux qui accompagnent les malades, et y compris les personnels de santé ou la recherche. Vous avez aussi les sciences participatives, hein, pour montrer aussi ce type de fonctionnement, ou par exemple Botanica, qui réunit en France, hein, c'est une communauté, pardon, pas en France, francophone, excusez-moi, 30 000 botanistes passionnés, dont la plupart sont des amateurs, qui se qualifient eux-mêmes comme non scientifiques. 30 000. Ici, vous avez encore un élément, les sciences participatives, là, beaucoup plus organisé, donc Zooniverse, qui est un système qui regroupe en fait une quarantaine de projets scientifiques citoyens, puisque basés sur Internet et qui utilisent l'effort et les capacités de volontaires afin d'aider les chercheurs à gérer le flot de données qu'ils ont manipulé. Alors l'exemple de Galaxy Zoo, c'est en fait la mise en ligne de la totalité des images réalisées par Hubble et d'autres télescopes envoyés dans l'espace, et qui se trouve à un moment donné où il faut classer les galaxies en fonction de leur forme, de l'orientation. Je passe sur le détail. Et l'idée, ça a été de faire appel en fait à des participants bénévoles, citoyens. Alors au début, puisqu'il y a plusieurs millions d'images à trier, d'accord, et à l'intérieur des images, classer chaque galaxie. Et en fait, ils ne pensaient pas que ça allait fonctionner aussi bien, mais après 24 heures de lancement du site, ils recevaient en moyenne 70 000 classifications par heure. C'est-à-dire que là, finalement, il y a eu 50 millions de classifications qui ont été réalisées dans la première année du projet et plus de 150 000 personnes qui y ont participé. Ce qui fait qu'en fait, chaque galaxie a été elle-même classée plusieurs fois par plusieurs personnes, ce qui permet après aux scientifiques, quand ils veulent étudier une galaxie particulière et pointer le télescope dans le bon endroit, de pouvoir faire le tri parmi celles, par exemple, qui ont été classifiées de la même façon par 100% des personnes. Alors, vous avez maintenant donc le connectivisme et notamment l'apparition des MOOC, donc le système de l'apprentissage connecté.
Je vais passer assez vite, mais vous avez dû entendre parler des environnements massifs pour l'apprentissage en ligne, Orclog, MOOC, etc. L'idée, c'est qu'on est sur une production de connaissances via à la fois les réseaux neurologiques, technologiques et humains. Alors, c'est une expansion considérable. Le premier cours a eu lieu en 2008. C'était un cours organisé donc, par Stephen Downes et George Siemens. Ils avaient 25 étudiants. Ils ont proposé à qui voulait de suivre. Et ils se sont retrouvés avec 2300 participants en une semaine. Donc, ils ont été débordés par le succès. Et c'est ce qui a fait naître le phénomène des MOOC. En France, lancé en 2013, donc France Université Numérique, où on se retrouve actuellement avec plus d'1 million d'inscrits et 150 cours en ligne. Donc là, on est sur, on va dire, c'est idyllique. On a juste un petit souci. C'est pour ça que je reviens au problème. Quand on institutionnalise, c'est ce qui est le plus massif dans les MOOC, c'est le drop-out, c'est-à-dire c'est ceux qui partent. Puisqu'en gros, c'est un dispositif qui va perdre, en moyenne, la moitié de son effectif chaque semaine. Donc on a un taux de survie là-dedans qui fait que quand on est entre 5 et 10%, c'est un succès magnifique. Alors il faut remettre les choses à leur place. Quand vous avez 100 000 personnes, si vous en avez 5 ou 10% qui vont au bout, ça fait quand même beaucoup plus que pas mal d'étudiants en n'importe quelle licence dans n'importe quelle université française. Donc relativisons, mais quand même. Donc la question, c'est comment renforcer la persistance. Et là, je commence à m'inquiéter puisque j'ai déjà parlé pendant 15 minutes. Comment renforcer la persistance dans des dispositifs institutionnels? Puisque j'ai montré les premières communautés, en gros, qui ont l'air de marcher toutes seules et qui augmentent leur nombre de personnes. Et dans des dispositifs institutionnels, en fait, on a un système qui est complètement inverse, puisqu'en fait, on perd énormément de gens en route. Alors, c'est là où je vais effectivement aborder la notion de flow. Alors, pour Yvan et pour les autres, donc ça se prononce Csikszentmihalyi, d'accord? Donc, on peut, si on veut décomposer, les anglo-saxons décomposent de la façon suivante en disant chicken comme le poulet, sen comme posté, mi comme moi et aïe parce que j'ai pris un truc sur le pied. D'accord? Csikszentmihalyi. Bon, le gros avantage, c'est quand on le connaît bien, parce que son prénom n'est pas Mihaly, mais quand on le connaît, on peut l'appeler Mike et c'est quand même plus pratique. Donc, le flow ou l'expérience optimale, en fait, c'est notamment l'émotion ressentie quand on s'aperçoit que l'on comprend. Moi, je le dis simplement comme ça. Le flow, donc c'est cette émotion, c'est un résultat qui est à la fois physiologique et psychologique, puisque ça correspond à un frisson qui va vous parcourir du bas du dos jusqu'en haut de la tête si vous avez encore des cheveux. Ils vont se dresser, vous aurez de la buée sur les lunettes tellement vous serez ému. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous avez progressé dans une compétence particulière. D'accord? On reviendra après par là-dessus. Et donc, on oublie les aspects déplaisants, les frustrations de la vie quotidienne à ce moment-là. Et ça peut arriver sur n'importe quel type d'activité, qu'elle soit physique, sportive, qu'elle soit une activité intellectuelle. Ça peut même arriver au travail, même si ça déplaît beaucoup à beaucoup de collègues syndicalistes. Alors, donc, en tant que tel, un environnement d'apprentissage qui soutient le flow est un environnement optimal d'apprentissage. Donc, ça, vous pouvez le retenir. Et puis, c'est ce que je vous ai dit. L'idée, finalement, c'est comment on va être en mesure ou pas de construire une ingénierie de formation, j'appelle ludo-éducante, qui va s'appuyer massivement sur le flow des participants. C'est ça ce que je dois arriver à faire dans les, maintenant, une dizaine de minutes qui restent. Ça va être compliqué. Donc, communauté d'apprenance. Alors, je reviens sur la définition, psychologie positive, étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Avec mes collègues, on a ouvert cette définition, plutôt la restreinte, je dirais, à l'éducation. Alors je parle de psychologie de l'éducation positive, dont la finalité est l'éducation positive, pour revenir au thème du colloque. Et donc on est sur un axe spécifiquement dédié à la recherche en formation, l'étude des conditions scientifiques, des processus, vas-y, rallume-toi. Et donc, notamment, on retrouve ici les individus, donc ça peut être apprenants, personnel de l'éducation, de la formation, ou tout autre acteur de la communauté éducative. Les groupes, donc on est dans des communautés, elles sont réelles comme virtuelles, puisque j'abordais notamment les communautés en ligne, dans lesquelles ils travaillent ou ils apprennent. Et l'idée, c'est qu'en prenant, en gros, la température pour comprendre le fonctionnement des individus et des communautés, on va pouvoir renseigner les systèmes, les organismes ou les dispositifs d'éducation et de formation,
ce qui permet de reboucler la boucle, je dirais, sur les individus, les groupes et les organisations. Alors ça, je vais passer parce qu'on n'a pas le temps, mais les communautés d'apprenance, je vais passer aussi parce que ça ne va pas assez vite. Je suis désolé, pour aborder les théories de la motivation. Alors, motivation, tout ce qui explique le dynamisme du comportement, ça c'est la définition courte qu'en donne Fabien Fenouillet. Vous avez une définition qui est un peu plus longue, que vous pourrez certainement regarder quand vous verrez le film ou la vidéo. Je passe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la motivation, Fabien Fenouillet, dans son ouvrage en 2012, en repère 101. D'accord ? 101 théories. Et depuis qu'il a produit même la deuxième version de l'ouvrage, il a été régulièrement sollicité par des collègues scientifiques. Il disait « Chers collègues, vous avez oublié ça, ceci, cela ». Donc on est probablement, au dernier recensement, entre 150 et 170 théories de la motivation. Donc l'idée de parler de la motivation, comme pourrait en parler peut-être un philosophe, vous voyez bien qu'en psychologie, on va être, nous, sur des choses qui sont beaucoup plus précises, hein, qui surtout ont pour finalité de pouvoir étudier de façon très concrète et précise les éléments qu'on veut mettre en évidence. Alors pour faciliter cette classification, Fabien Fenouillet a mis dans toutes les théories dans un modèle en 7 ensembles. Et pour ma part, je considère que cet ensemble peut être un métamodèle de la motivation, à savoir qu'en fonction de vos motifs et de vos prédictions, de résultats notamment, vous allez décider d'agir, adopter une stratégie qui aura pour effet de mettre en route un comportement qui vous permettra d'atteindre le résultat. Ici, vous avez toutes les théories motivation, move to action, motivation, qui vont expliquer pourquoi vous allez vous décider à agir. Et dans cette partie, vous aurez davantage les théories qui vont expliquer pourquoi vous persistez, donc les théories évolutionnelles pour le mot savant, pourquoi vous persistez à agir après avoir décidé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir, parce que là, aujourd'hui, on va travailler sur juste 3. Des motifs, des prédictions, des résultats. Alors, c'est juste le modèle de Fenouillet que je remets en plus petit. Donc, parmi les premières théories qu'on va étudier, c'est celle de besoins psychologiques de base. Donc, la théorie de l'autodétermination qui a identifié 3 besoins psychologiques de base. Parmi les 3 besoins, vous avez le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance sociale qui a été évoqué précédemment. Pour faire vite, parmi ces 3 besoins, je considère, ce serait long de détailler, mais je considère que c'est finalement le besoin d'appartenance sociale qui est le plus important, pour une raison simple, c'est que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, et donc on est un être autonome parce qu'on situe la façon dont on va agir dans un contexte social, et donc l'éducation à l'autonomie ne se fait pas sans la présence, par exemple, de parents, d'éducateurs ou autres. Le soutien de l'autonomie se fait dans un contexte social. Le besoin de compétence, pour dire simple, si vous pensez... Vous êtes la seule personne au monde à croire que vous êtes compétente, c'est qu'il y a certainement un problème. Et donc, a priori, la compétence, c'est plutôt une reconnaissance sociale. C'est quelque chose qui vient des autres. Et notamment, dans certains cas, vous avez des compétences que vous ne soupçonniez pas comme étant spécifiques, et ce sont les autres qui vont vous signaler que vous êtes capable de faire quelque chose de particulier qui vous semblait tout à fait ordinaire. Ce qui fait que finalement, le fait d'être dans un contexte avec les autres, et de sentir relié à eux, de savoir qu'ils vont reconnaître votre originalité et reconnaître vos compétences, c'est quelque chose qui va être un moteur essentiel dans la façon dont vous allez agir. Donc le sentiment d'appartenance sociale est l'un des meilleurs déterminants de la motivation optimale dans un contexte institutionnel, travail, jeu, études, et jeu. La théorie de l'auto-efficacité, donc Bandura, on est là sur l'auto-efficacité. Vous oubliez la diapo qui est trop compliquée, et vous retenez en gros que les personnes ont un sentiment d'efficacité personnelle ou collective quand elles pensent qu'elles ont les ressources nécessaires pour réussir une action. Et parmi les ressources, il y a des ressources qui sont intellectuelles, qui sont physiques, qui dans certains cas peuvent être des ressources institutionnelles aussi. C'est-à-dire vous savez que dans tel contexte, dans telle entreprise, dans telle organisation, vous seriez en mesure de mettre en œuvre quelque chose, mais il se trouve que quelquefois, dans d'autres contextes, dans d'autres institutions,
vous pensez que ce n'est pas possible. Hein, donc le sentiment d'efficacité personnelle ou le sentiment d'efficacité collective est lié finalement au fait qu'on va se sentir, enfin estimer qu'on a les ressources nécessaires pour réussir une action. Et Bandura le dit très simplement, si les gens ne pensent pas qu'ils ont les ressources pour réussir une action, il y a peu de chances qu'ils s'engagent pour les mettre en œuvre. Donc ça, on va dire que les prédictions déterminent l'engagement. Et on s'intéresse maintenant au flow. Alors, le flow, c'est cette émotion ressentie, notamment par un sportif quand il sent que la victoire ne peut plus lui échapper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça a été étudié énormément dans des contextes, notamment de sport de haut niveau, le flow est accessible à n'importe qui, sur n'importe quelle tâche, et ce serait un peu trop long ici de le développer, mais y compris sur des tâches qu'on n'a pas forcément choisies au départ et qui ne correspondent pas à une motivation intrinsèque. En fait, vous pouvez ressentir le flow simplement parce qu'à un moment donné, vous avez choisi de vous concentrer sur une tâche, même si elle est un peu difficile. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. Il faut qu'elle soit... En fait, qu'il y ait un équilibre optimal entre les exigences de la tâche et vos compétences. En fait, le flow se situe ici. Alors, je ne vais pas détailler tout le cadran, mais retenez que si vous avez des compétences et qu'il n'y a pas beaucoup d'exigences, vous allez vous ennuyer. Par contre, si vous êtes avec des exigences un peu trop importantes et que vous n'avez pas de compétences, vous êtes quelque part entre l'angoisse et l'inquiétude. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler d'expérience optimale, c'est parce qu'on a cet équilibre entre le défi, ou les exigences de la tâche, et les habiletés. Il faut que ce soit un tout petit peu plus difficile que d'habitude, sinon vous êtes un peu trop dans le contrôle, et donc vous ne ressentirez pas le flow. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous vous engagez dans une tâche qui est un petit peu difficile, mais vous pensez que vous pouvez la réussir quand même, donc ça lié aussi au sentiment d'efficacité personnelle, quand vous allez ressentir le flow, c'est-à-dire vous apercevez que vous êtes en train de progresser, et vous allez avoir ce frisson, cette émotion provoquée par le flow, la fois suivante, pour que ça revienne, vous allez devoir choisir de rendre la tâche un tout petit peu plus difficile. Parce que sinon, vous risquez de tomber dans la détente ou dans l'ennui. Et c'est ce qui fait que, de fil en aiguille, le flow va être un des moteurs de la progression dans les compétences. Puisqu'à chaque fois, on va devoir en rajouter un petit peu. Soit essayer de faire plus vite, soit essayer de faire mieux, soit de consommer moins de ressources. Alors, le flow est décrit avec 9 dimensions. Vous aurez ça sur le film. Je ne vais pas les déclarer ici parce que ce serait beaucoup trop long. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines correspondent aux conditions d'apparition du flow et d'autres sont des effets du flow. Et donc, parmi les effets, on retrouve l'absence de préoccupation à propos du soi, l'altération de la perception du temps et le bien-être procuré par la tâche en elle-même. Quand j'ai voulu mener les activités correspondant au flow perçu dans un contexte d'éducation ou de travail, en fait, toutes ces dimensions-là ne sont pas apparues. Elles sont, par contre, elles apparaissent très bien quand on interroge des sportifs, notamment des sportifs de haut niveau, qui, eux, sont entraînés à se souvenir, après l'action, de toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Mais dans le cas du travail ou dans le cadre de l'éducation, voire du jeu, parce qu'on l'a testé aussi pour des utilisateurs de jeux vidéo, toutes ces dimensions ne sont pas ressenties. Et en fait, voilà, on ne retrouve que 4 dimensions. Les 6 premières, en fait, sont compactées en un seul truc, dont on se souvient après, le contrôle cognitif. C'est-à-dire, je me souviens que j'avais l'impression que ça se passait bien, pour faire vite, que tout paraissait fluide, que j'avais pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Ce qui sort toujours à chaque fois, c'est au niveau du temps. Le fait que j'ai eu une altération de la perception du temps. Le fait que je n'étais pas inquiet sur ce que les autres pouvaient penser de moi. Et surtout, à la fin, que je ressentais un bien-être considérable. Alors, un élément fondamental, c'est l'absorption cognitive. C'est-à-dire que quand je suis dans cette tâche, je suis complètement absorbé par la tâche, à tel point que tout ce qui est en dehors de l'activité ou de la tâche n'a plus aucune influence sur moi. Et donc, pour revenir sur l'échelle de flow en éducation que nous avons construite donc avec mes collègues, et notamment Léona Bonniwell qui sera présente cet après-midi, on retrouve en fait donc le contrôle cognitif, l'immersion et l'altération de la perception du temps,
l'absence de préoccupation à propos du soi, l'expérience autotélique. Et l'absorption cognitive, en fait, c'est ces trois éléments-là. Donc ça correspond à un état profond engagement focalisé sur une volonté de comprendre, alors que ce soit avec ou sans les technologies. Alors juste, je vais passer vite, mais c'est pour indiquer qu'on a testé le modèle aussi bien sur des élèves en collège que sur des étudiants dans un MOOC. Alors vous voyez que j'ai pas mal de répondants, ça aide à faire les équations. Donc là, vous aviez 800 élèves, là, vous en avez 4500. Et en fait, on trouve que la structure est toujours la même, avec la dimension 1, contrôle cognitif, qui va avoir une influence sur l'altération de la perception du temps, contrôle cognitif, altération de la perception du temps, sur l'absence de préoccupation à propos du soi, dimension 3, et sur le bien-être, dimension 4. En sachant que ces deux autres dimensions ont aussi une influence sur le bien-être, qu'on retrouve à chaque fois de la même façon. Donc c'est pour montrer une régularité, une robustesse dans ce modèle. Alors pour le dire très simplement, le contrôle cognitif a donc une influence sur les dimensions qui sont ici, l'immersion, altération de la perception du temps, c'est la dimension 2. L'absence de préoccupation à propos du soi, c'est la dimension 3. Tout ça constitue l'absorption cognitive, le fait qu'on est complètement concentré sur la tâche. Et le fait d'être concentré sur la tâche va avoir un effet sur le bien-être. Et surtout, le fait qu'on va s'apercevoir à l'issue de l'activité qu'on a peut-être compris des choses supplémentaires. Ce bien-être va faire qu'on a envie de renouveler cette expérience, donc l'intention, décision, stratégie. Et en fait, c'est pour ça qu'on va parler d'une boucle autotélique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui fait qu'on se réengage dans la tâche, c'est juste pour le plaisir qu'on a dans cette tâche-là. Finalement, pas l'objectif d'être champion du monde ou autre, c'est juste qu'à ce moment-là, on est bien. Et c'est ce qui fait qu'on va persister finalement dans cette activité. Donc pour faire vite, et je sais que je suis déjà pratiquement hors délai, c'est presque le cas. On va essayer d'assembler les trois modèles. Donc vous avez deux Ryan qui disent les besoins déterminent l'orientation, les prédictions avec Bandura qui déterminent l'engagement, et les résultats qui déterminent la persistance. Donc c'est le modèle que j'ai testé donc sur des étudiants, mais qu'on doit pouvoir, en ce moment on est en train d'élargir à des étudiants, contexte éducatif, mais aussi au travail ou aussi dans le jeu, puisqu'on a une expérience qui doit se mettre en route sur la Fédération française de football, par exemple. Alors, je l'utilise parce que c'est un des éléments en psychologie, c'est qu'on est sur des outils standardisés pour être sûr qu'on mesure bien les bons phénomènes. Donc, sur le sentiment, on a testé donc la qualité des relations interpersonnelles avec les responsables. Alors, à chaque fois que vous aurez le petit R, c'est qu'on parle des responsables. Alors, c'est responsable des conditions de travail, des conditions d'études ou des conditions de jeu. Quand vous avez, avec le petit a, c'est en fait la perception, par exemple pour la qualité des relations interpersonnelles, entre ceux qui ont à apprendre, à travailler ou à jouer ensemble. D'accord ? Et donc, pour ces personnes, je teste la qualité des relations interpersonnelles, j'ai mis de pile, voilà, qualité des relations interpersonnelles, et le sentiment d'acceptation. Donc, sentiment d'acceptation, zut, par rapport aux responsables des conditions de travail, de jeu ou de formation, et le sentiment d'acceptation entre pairs, c'est-à-dire par rapport à ceux avec lesquels j'ai à apprendre, à travailler ou à jouer. Je ne le répéterai pas à chaque fois parce que c'est un peu long. Ensuite, je m'intéresse au sentiment d'efficacité personnelle ainsi qu'au sentiment d'efficacité collective. Donc ça, c'est sur la théorie de Bandura. Et enfin, sur les 4 dimensions du flow que j'ai évoquées tout à l'heure. À partir de là, je mets tout ça dans le checker. Alors, ça fait un modèle qui paraît un peu... Vous retrouvez les besoins psychologiques de base, vous retrouvez donc l'autodétermination, ici l'auto-efficacité, et là le flow. Et puis l'objectif, c'est comment fabriquer l'absorption cognitive. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Alors, je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas motiver quelqu'un. Par contre, on peut créer toutes les conditions pour qu'il ne soit pas motivé.
D'accord? Et donc, dans le modèle que j'ai testé, et que j'aurai l'occasion de détailler pour ceux qui seront dans l'atelier demain avec moi, en fait, le point de départ, c'est la qualité des relations interpersonnelles perçues par les gens, qualité des relations interpersonnelles de ceux qui sont responsables du dispositif. Le chef de service, l'enseignant, l'entraîneur sportif, par exemple, qui va avoir un effet sur le sentiment d'acceptation, le fait que je me sens accepté et reconnu par celui qui est responsable de mes conditions de travail, d'éducation ou de jeu. Alors, bien évidemment, cette qualité des relations interpersonnelles, par rapport à ceux qui sont responsables des conditions d'éducation, de travail ou de jeu, va avoir une incidence sur la qualité des relations interpersonnelles entre ceux qui ont à apprendre à travailler ou à jouer ensemble, qui a aussi un effet sur le sentiment d'acceptation qu'ils ont entre pairs. Ça va? Jusque-là, tout va bien? Le sentiment d'acceptation par rapport à ceux qui sont responsables des conditions d'éducation, de travail ou de jeu va renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'acceptation par rapport, on va dire, aux collègues, pour faire vite, lui va renforcer le sentiment d'efficacité collective. Ça va? Et l'auto-efficacité renforce le contrôle cognitif. Alors il y a juste un petit élément, c'est que dans certains travaux que j'ai pu mener, on s'est aperçu que le sentiment d'efficacité collective avait un effet plus fort sur le contrôle cognitif que le sentiment d'efficacité personnelle. Vous voyez où on arrive à l'idée du collectif. Ce sentiment, donc, va développer le contrôle cognitif qui va renforcer le bien-être procuré par la tâche. Et c'est là où il y a un effet magique. C'est que quand on a réussi ça, on a une boucle qui s'établit depuis le bien-être procuré par la tâche jusqu'au sentiment d'efficacité collective, qui, bien sûr, va renforcer à nouveau l'absorption cognitive. Et donc, on se retrouve ici dans une espèce de boucle, j'appelle volitionnelle parce que ça entretient la volonté, qui est un cercle vertueux où, finalement, c'est le groupe et les actions à mettre en œuvre au sein de ce groupe qui vont renforcer, en fait, le contrôle cognitif et donc, à terme, qui vont, en fait, renforcer l'absorption cognitive. C'est-à-dire que quelque part, quand les individus se trouvent dans un contexte où... Alors, je continue, pardon. Parce que ça pourrait paraître magique, mais il y a quand même une énorme condition qui est celle-là. C'est qu'il faut que le collectif soutienne les besoins psychologiques de base. Mais quand on est dans un contexte où on se sent accepté, reconnu, relié à ceux qui sont à la fois responsables des conditions d'éducation, de travail ou de jeu, mais en même temps avec les personnes avec lesquelles on va devoir apprendre, travailler ou jouer, alors, effectivement, on a ce cercle vertueux qui peut s'enclencher et qui va avoir pour effet qu'on peut avoir une activité qui, finalement, va pouvoir perdurer et des individus qui vont rester et s'accrocher. Alors, je vous fais quand même la suite rapidement, parce que c'est quand même le détail. Là, c'était juste pour expliquer comment ça marche. Alors maintenant, la question, c'est comment... Alors bien sûr, oui, ce modèle, il est utilisé à la fois en recherche fondamentale, mais moi je l'utilise aussi en le proposant comme tableau de bord qualité pour ceux qui sont responsables des conditions de travail, d'études des autres. Alors comment construire ça dans un serious game? Alors serious game, je ne vais pas vous détailler le modèle de Gengo, mais en gros, il faut pouvoir faire tout ça. Entre le devoir-faire, savoir-faire, vouloir-faire, pouvoir-faire. La difficulté du serious game, c'est que, en fait, on ne peut pas avoir en même temps le moment où on apprend et le moment où on joue. On s'est aperçu qu'en fait, ça ne correspondait pas aux mêmes phases. Ce qui fait que finalement, on est obligé d'avoir 3 espaces, qui est en gros un espace d'apprentissage, un espace de jeu, et tout ça va faire ce qu'on appelle un espace potentiel d'apprentissage. Et donc, il y a d'un côté des apprenants ou des joueurs, et de l'autre côté des tuteurs ou des responsables. D'accord ? Donc finalement, on retrouverait... je continue.
La grande difficulté des serious games, comme de tous les jeux, c'est que pour l'instant, on n'a aucun modèle qui permet de situer sur les apprentissages, automatiquement, à quel niveau se situe l'incompréhension ou l'erreur. Et que pour l'instant, la seule truc à peu près fonctionnel et pas trop cher, eh ben c'est un autre humain qui se planche à côté de celui qui est en train de se tromper pour essayer de comprendre pourquoi il ne s'est pas trompé et comment il peut l'aider. Et pour l'instant, le faire dans des machines, c'est quelque chose qui est, en termes de coût, de développement et d'efficacité, totalement inapproprié. Ça le sera peut-être par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc l'idée, c'est qu'il faut construire un modèle qui n'est pas technologique, mais qui est un modèle centré sur des humains qui vont aider d'autres humains, anthropocentrés. Et donc, ce que je reboucle sur le début, oui je sais, je suis un peu en retard. Je reboucle sur le début, l'idée c'est comment on peut mettre d'un côté ce qu'on a vu dans les communautés qui fonctionnent toutes seules, donc j'évoque par exemple Zooniverse, Psychoactif ou Telabonatica, ou ce qu'on a vu aussi sur le mooding et le développement des jeux, en essayant de construire une dimension qui va fonctionner avec. Alors l'idée, en fait, c'est d'imbriquer ce modèle-là, et là où j'avais les tuteurs, donc j'ai ma communauté d'apprenants. Seulement, quand ils vont se tromper, ce n'est pas une machine qui va aider. Ce qui va aider, c'est qu'en fait, on va créer une deuxième communauté qui, elle, sera la communauté dans un autre jeu qui aura pour objectif, finalement, de former de façon ludique ceux qui vont accompagner les autres. C'est-à-dire que la récompense dans ce jeu-là, c'est pas de gagner... Si, c'est de gagner peut-être des points. C'est pas d'avoir une nouvelle armure, un nouveau casque ou un nouveau cheval. En fait, c'est de pouvoir faire d'autres tâches au sein de la communauté pour mieux accompagner les autres. D'accord ? Et donc, à partir de là, mon environnement, en fait, il comprend ces deux communautés. Et l'idée, c'est que progressivement, ceux qui entrent comme simples apprenants vont passer des niveaux pour avoir une accréditation pour pouvoir devenir tuteur des autres. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est de créer un modèle dans lequel on va développer le savoir pédagogique des non-pédagogues pour favoriser l'émergence de tuteurs pédagogues autotéliques. Et ça, c'est la proposition que je voulais vous faire, qui était un petit peu longue. Et donc, je vais terminer là-dessus. Donc, si apprendre est rarement une partie de plaisir, comprendre, faire comprendre, être compris, se faire comprendre peut être totalement jubilatoire, ce que j'espère pour vous comme pour moi aujourd'hui. Et puis je termine là-dessus. Et je vous remercie.